Donc, je vous propose de commencer ce sixième cours sans plus tarder. Donc, une séance que j'ai intitulée « Géométrie de la manipulation ». Alors, effectivement, on va parler de géométrie. De mon côté, moi, je vais vous présenter donc un cours sur la planification de tâches de manipulation. On va voir de quoi il ressort. Et j'ai invité pour s'associer à ce cours Vincent Ewart, donc, qui est professeur à l'université Pierre et Marie Curie et qui parlera des bases physiques du sens du toucher. Bien. Alors, de quoi s'agit-il? Planification de tâches de manipulation. Alors, je vous rappelle que la définition qui me sert un petit peu de leitmotiv à mon cours et la définition que j'ai donnée depuis le départ, c'est la robotique traite du rapport que peut entretenir avec le monde réel une machine qui bouge et dont les mouvements sont commandés par un ordinateur. Bien, aujourd'hui, on va essayer de se poser la question il bouge pourquoi, le robot? Et il bouge sûrement pour faire quelque chose. Et je voudrais aborder donc le problème de la manipulation. Alors, pas dans un sens, vous allez le voir, de manipulation dextre, je ne parlerai pas de main dextre, hein, mais dans les aspects qui sont des aspects qui sont liés à la prise de décision dans le cadre de la manipulation. Alors, plutôt que de faire un long discours, je vous ai préparé un petit exemple là avec ces deux boîtes. Alors, si je suis un robot autonome qui doit manipuler ces deux boîtes, encore une fois, je ne vais pas m'intéresser à la main dextre qui manipule de manière extrêmement aisée. Ça pourrait faire l'objet de notre cours. Je me pose simplement la question j'aimerais que cette boîte-là soit posée ici, quelque part comme ça. Est-ce qu'elle va tenir? Oui. C'est vaguement en équilibre. Voilà, donc je voudrais ça. Ça, c'est le but dans ma vie. Je suis une machine autonome et on me demande de poser cette boîte comme ceci. Et la situation de départ dans laquelle je me trouve est celle-ci. Donc je suis un robot et on me dit, la grande boîte, là, il faudrait que tu la mettes verticale ici. Bien, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je dise, d'abord, il y a la petite boîte ici qui me gêne. Donc la petite boîte, je l'enlève. Et puis, je vais mettre la grande boîte... oui, non, mais... J'ai enlevé la petite boîte, mais de manière complètement idiote, je l'ai mise exactement là où la grande boîte devait être. Il faudra faire attention, il faudra que je résolve ce problème. Donc d'accord, ok, donc je suis un peu plus intelligent, je prends la petite boîte et je la mets ici. Et puis maintenant, je prends la grande boîte et je la pose... c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de manières pour prendre une boîte. Je peux la prendre comme ça, je peux la prendre comme ça, mais en fonction de ce que je dois faire, si je la prends comme ça, vous voyez que j'ai du mal à la poser. En fait, il aurait fallu que je la prenne comme ça. Oui, mais qui m'a dit tout ça? Et comment un ordinateur, un robot, puisque la prise de décision, alors le robot, c'est l'ordinateur qui va la prendre, donc comment l'ordinateur peut résoudre ce problème qui, apparemment, semble très simple. Il ne faut pas mettre la boîte là, il faut la mettre là, il ne faut pas la prendre comme ça, il faut la prendre comme ça. Là, problème de logique là-dedans. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de démontrer là. Ce problème de logique, on va essayer de le résoudre uniquement en utilisant des structures mathématiques qui ont trait à la géométrie. D'accord? Alors, vous vous souvenez, mon leitmotiv, c'était un rappel de cette fameuse phrase d'Henri Poincaré qui dit que le but, c'est dans l'exploration des relations qu'il y a entre ces espaces moteurs, ces espaces sensoriels et l'espace physique, cette relation centrale qu'est la géométrie, la question n'est pas d'essayer de trouver peut-être la géométrie la plus vraie, mais celle qui sera la plus commode, pour résoudre une tâche particulière. Vous vous souvenez, donc ça, ce sont des points qu'on avait évoqués dans ce cours. Et bien là, vous allez voir qu'on va introduire donc des formalismes géométriques qui vont nous permettre d'aborder ce type de problèmes qui sont des problèmes de logique. Alors vous vous souvenez, donc un robot bouge, et je vous rappelle, donc c'est le rappel du cours du 23 janvier, un robot, en gros, il bouge pour se déplacer, déplacer son corps dans l'espace, et puis manipuler des objets. Très bien. Alors si vous regardez
des systèmes un petit peu complexes comme les robots humanoïdes. Là, vous avez ici le robot humanoïde HRP2 qui est au LAS à Toulouse, qui se déplace tout en manipulant un objet extrêmement encombrant. Hein. Bon, là, ça va être la prise de décision, c'est comment coordonner tous les moteurs pour éviter les collisions. Plus intéressant peut-être, c'est sur la figure de droite, où là, vous vous déplacez pour manipuler. C'est-à-dire que cette expérimentation-là, je l'appelle la manip du déménageur de réfrigérateur. Hein, vous imaginez comment on déplace un réfrigérateur. Hein. Ben, on ne prend pas le réfrigérateur comme ça, puis on se déplace, puis on le pose là. Hein, parce que c'est trop encombrant, c'est trop lourd. Pour manipuler le réfrigérateur, vous devez vous déplacer. Hein, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Alors là, vous avez une tâche de manipulation qui requiert des tâches de déplacement. Alors, allons-y toujours dans la définition du problème, soyons un petit peu plus peut-être précis dans un problème là qu'on va résoudre de A à Z, où vous avez ici la configuration de départ d'un robot mobile. Alors vous voyez, c'est une petite plateforme mobile qui possède un bras manipulateur et qui est dans un environnement irréaliste, hein, peu importe, mais disons qu'il y a des obstacles à contourner. Puis vous avez un cadre ici qui est assez encombrant, hein, qu'il s'agit de porter là-bas. D'accord ? Alors je vous laisse imaginer, vous voyez, compte tenu de l'espace dont le robot dispose, comment il peut faire, quel est le problème. Bon, bien, voici une animation qui résout le problème. C'est-à-dire le robot a été prendre le cadre, là il l'a mis sur une position intermédiaire, il est passé sous cette petite arche parce qu'il ne peut pas y passer avec le cadre, il l'a reprise et il l'a déposé là. Donc vous voyez bien que c'est à peu près le problème que je vous ai défini au début. Il a réussi à la fois à mélanger des aspects qui sont combinatoires, je prends, je lâche l'objet, et puis des aspects qui sont continus, qu'on a traités pas mal là, dans le cours précédent, qui sont principalement l'évitement d'obstacles. Alors justement, quelle est la différence là entre les aspects de planification de mouvement que nous avons vus au cours précédent et les aspects qui sont planification de tâches de manipulation? Alors je vous rappelle que la planification de mouvement traite du problème de comment éviter les obstacles ou manœuvrer, c'est-à-dire je suis à une position de départ ici, je dois atteindre un but qui est ici, et le problème de la planification de mouvement, c'est de calculer une trajectoire sans collision, d'accord, qui m'amène d'un point de départ à un point d'arrivée. Hein, donc vous vous souvenez, c'était le cadre de la dernière fois, et puis on avait introduit un espace maintenant qui commence à vous devenir familier, qui est l'espace des configurations du système, illustré ici pour un système à 2 barres. On doit le repérer par 2 angles. 2 angles, ça se représente sur un tore, et quand vous voulez résoudre un problème de planification, comment passer de cette posture à celle-ci en évitant les obstacles, ce problème-là se traduit dans cet espace-là en un problème de comment passer de ce point à ce point en évitant la tache rouge qui est l'ensemble des configurations qui seraient en collision dans l'espace physique. Pour cela, il suffit de calculer un chemin tout au long sur cet espace-là. Donc un chemin, c'est-à-dire planifier la trajectoire pour un point et non plus pour des corps dans l'espace. Hein. Et ayant calculé ce chemin-là, eh bien, effectivement, il suffit de suivre ce chemin-là et ça vous engendre un mouvement dans l'espace physique. Donc, un mouvement est un chemin. Vous voyez cette phrase extrêmement simple qui était la base conceptuelle de tous les algorithmes que nous avons évoqués et développés au cours précédent, que ce soit à la fois dans le cadre de mon cours ou dans celui du séminaire du professeur Latombe. Hein. Bien. Alors, donc ça, c'est très bien, c'est la planification de mouvement. Alors, revenons à la planification de tâches de manipulation. Le problème le plus simple qu'on connaît et dont vous avez sûrement entendu parler est le problème des tours de Hanoï. Quel est le problème des tours de Hanoï? Vous avez ici, c'est un petit jeu, un petit casse-tête, où vous avez des disques ici qui sont empilés. Un petit disque doit toujours être
au-dessus d'un grand disque, ou plutôt un grand disque ne peut jamais être au-dessus d'un petit disque, c'est une contrainte du jeu, et vous voulez passer d'une configuration ici à une configuration qui est là. Donc il y a un certain nombre de manipulations à faire. Vous allez prendre le petit disque, par exemple, et le mettre ici, puis le disque moyen, vous allez pouvoir le mettre ici, puis le petit disque, vous allez le remettre ici, puis le grand disque, vous allez le mettre là, puis le petit disque, vous allez le remettre là, le moyen là, et là. Ouais, bon, allez, ok, on a compris. Hein, c'est un problème de pur combinatoire. Hein, c'est-à-dire, si vous avez un nombre fini d'états, on est finalement comme dans le jeu d'échecs. Hein, c'est exactement la même chose que le jeu d'échecs, il suffit d'explorer un petit automate à état fini. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, ici, expliciter tous les états possibles, donc vous n'avez plus qu'à chercher faire une recherche de chemin dans un graphe. Le problème n'est qu'un problème combinatoire, hein, de pure logique, une recherche de chemin dans un graphe, hein, qui est l'algorithme de base, hein, en informatique, une structure combinatoire très, très, très simple. Bien, donc ça fait partie du problème de la manipulation, et avec notre formalisation géométrique, on pourra résoudre ce type de problème. Vous allez me dire, mais c'est complètement inutile, puisqu'on sait le résoudre avec ça. Oui, mais ce que je vais vous montrer, c'est que ça peut avoir la puissance de résoudre ces problèmes-là. Alors maintenant, si je vous pose un deuxième problème, qui est celui-ci. Alors ici, vous voyez, bon, alors vous ne voyez pas parce que ça ne bouge pas, mais il faut que vous imaginiez ici qu'il y a un bras manipulateur, comme celui que vous avez vu tout à l'heure sur le petit robot, hein, qui est dans une position, vous allez le voir s'animer, vous comprendrez tout de suite, qui est capable de manipuler des objets au sol ici. Puis vous avez ici une barre, hein, qui est sous cette espèce de cage, hein, voilà. Et puis ce qu'on aimerait, c'est mettre la barre ici. Donc c'est très simple, ben, c'est très simple, oui, mais regardez, la solution finalement est pas si simple que ça, puisque, vous voyez, il faut que le robot dégage la barre pour pouvoir la saisir de l'autre côté et la prendre et la mettre là. Hein, je vous le refais là. Voilà la position de départ. Hein, vous voyez bien qu'il ne peut pas prendre la barre tout de suite là. C'est pas possible. Hein, mais alors où il faudrait qu'elle soit? Ben, la barre, elle peut être partout dans l'espace. Où faudrait-il qu'il la prenne? Il peut la prendre partout où il peut. Il n'y a pas de... Ah, mais on n'est plus dans la puissance du fini, on est dans le continu. C'est un problème réellement continu, comme le problème du déménageur de piano. Hein, donc là, on ne peut pas faire simplement un petit automate qui va résoudre le problème. On sent bien que le problème est plus complexe. Là, il se passe des choses ici où on est en train de le voir pour attirer ça. Bien, très bien. Alors, deuxième exemple pour mettre donc un problème éminemment continu, comme pour le problème du déménageur de piano. Donc, une formulation géométrique, ben, on va essayer de raisonner à partir d'un petit exemple comme ça. Vous avez deux disques ici, hein, donc position initiale, position finale. Alors, le problème classique du déménageur de piano, ça serait de dire, je veux passer de là à là, qu'est-ce qu'il faut que je calcule? Ben, il faut que je calcule un chemin qui serait un mouvement coordonné, voilà, les deux disques, voilà, ça a résolu mon problème. Donc le mouvement de coordonnées de deux disques, ça sera bien un chemin. Alors là, maintenant, petit exercice, là, en ligne, dans le cours, l'espace des configurations, eh bien, il faut deux coordonnées pour le petit disque, deux coordonnées pour le grand disque. On est dans un espace des configurations de dimension 4. Hein, donc on va utiliser les algorithmes qu'on a vu la dernière fois pour résoudre ce problème, et on sera parfaitement capable de résoudre ce problème-là. Bien, mais maintenant, je vais poser une autre question. Je vais envisager exactement le même problème, mais maintenant, je vais dire que le petit disque ne peut bouger que sous l'action du grand disque. C'est-à-dire qu'en gros, ça, c'est un robot, et ça, c'est une poubelle. Hein, vous voyez, la poubelle, elle ne peut pas se déplacer toute seule. Hein, bon, donc, il faut que le robot prenne la poubelle. Bon, alors, mais est-ce qu'il y a une solution à ce problème-là? Alors, la réponse ici, ben, serait oui, mais vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que le robot aille prendre la poubelle, l'insère, parce qu'il ne peut pas passer là-dedans. Hein, il n'a pas la place de passer directement. Il n'y a pas la place. Hein. Donc, l'insère ici dans cette petite chicane, la relâche, change de prise, l'amène ici, puis regagne ça. Donc, il y a bien effectivement une solution. Et puis, constatez qu'il n'y a pas eu du tout de collision.
Donc, la solution que je vous ai montrée ici, c'est bien un chemin dans l'espace des configurations admissibles des deux disques. Hein, c'est comme tout à l'heure, la solution du mouvement coordonné, c'était bien un chemin. Ici aussi, c'est un chemin. D'accord ? Donc, si on résume, si je commence ma formulation géométrique, je vais dire que dans mon espace de manipulation, je vais considérer l'espace des configurations du robot que je vais agrandir de l'espace des configurations de l'objet. Et je considère tout ce qui n'est pas en collision. D'accord ? Donc la solution que je vous ai trouvée, que je vous ai montrée, une solution au problème de manipulation, c'est bien un chemin dans cet espace. Hein, c'est bien un chemin comme ça. Donc encore une fois, un mouvement, c'est toujours un chemin. Mais le gros problème, c'est qu'un chemin n'est pas nécessairement l'image d'un mouvement admissible. C'est-à-dire on va avoir des contraintes. On a des contraintes dans l'espace des configurations qui sont propres aux contraintes du problème de la manipulation. Hein, encore une fois, retenez bien l'exemple des petits disques là. N'importe quel chemin dans l'espace de dimension 4 est solution pour le mouvement coordonné, mais pas pour le problème de manipulation. Donc tout ce qu'on avait jusqu'à présent est à jeter à la poubelle. Ça ne répond pas à la question. Alors justement, on va essayer de se rétablir un tout petit peu, mais au prix d'une modélisation géométrique qu'on va mettre en place. D'accord ? Donc le problème de la planification de tâches manipulation n'est pas équivalente au problème du déménageur de piano. Alors on va essayer de construire, d'analyser un petit peu plus ce fameux espace là que j'ai introduit, qui est raisonnable, hein, parce que c'est dans cet espace-là que les choses se passent. Donc l'espace des configurations du robot croit l'espace des configurations de l'objet. Alors quelle est la structure topologique induite par les contraintes du problème de la manipulation? Quelles sont les structures topologiques quelles sont les incidences sur la structure topologique de l'espace de manipulation? Et on a toujours le même problème de fond. On a vu que le problème de la manipulation mélangeait du continu et du discret et du combinatoire, mais c'est comment rendre compte de la partie continue du problème et comment la transformer en un problème combinatoire. La nature des questions que je me pose est exactement la même que celle que je me posais pour la simple planification de mouvement. Alors allons-y. Quelles sont les contraintes qu'il y a sur l'espace des configurations? Donc je vais prendre cet exemple-là, donc c'est un manipulateur, hein, donc mon bras, hein, voilà, et un objet, c'est l'objet là que vous voyez ici, que je prends. Alors dans les gestes que je vais faire, vous allez voir par la physique, bon, vous avez cet exemple-là, ça c'est une configuration qui est parfaitement raisonnable. Pourquoi? Parce que l'objet, ici, le stylo est posé sur la table et le manipulateur est comme ça. D'accord? Donc ça, c'est raisonnable. Maintenant, je prends, donc ça, j'appellerai ça l'espace des poses. Ça veut dire que l'objet est posé. Et maintenant, je prends cet espace-là, c'est l'objet est tenu. Voilà, hein, l'objet est tenu, ça c'est parfaitement raisonnable. Donc j'ai l'espace des prises. Voilà. Et puis j'ai un espace que je ne peux pas vous décrire, où j'ai des configurations qui ne sont pas en collision, hein, qui sont pas en collision, mais qui ne sont pas autorisées. Alors, ça, c'est le bras manipulateur. Et ça, faites preuve un tout petit peu d'imagination, c'est un démon ou un dieu, si vous voulez, c'est invisible. Hein, mon bras est invisible. Hein, donc, voilà. Alors, voilà, la position où l'objet léviterait tout seul dans l'espace, alors que mon bras manipulateur est là, ça, on ne peut pas envisager ça. Ça, ce n'est pas une configuration raisonnable. D'accord ? C'est une configuration qui n'existe pas dans ce problème de la manipulation. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'en fait, si je considère l'ensemble de tout l'espace de manipulation, dans l'espace de manipulation, j'ai des espaces, un sous-espace où l'objet est posé, donc c'est un sous-espace que j'ai grisé comme ceci, et cette configuration correspond à un point dans cet espace-là. Très bien. Pour les prises, c'est pareil, c'est un autre espace, il n'y a aucune raison que ce n'est pas le même. Hein. Ici, on voit bien qu'il y a un point de l'espace des poses qui n'est pas dans l'espace des prises, et ici, c'est un espace de prise, mais où l'objet n'est pas posé, parce que si je le lâchais, vous voyez bien ce qui se passe, il va tomber. Hein.
Donc l'espace des prises est différent de l'espace des poses, mais il y a des intersections, hein, ça peut s'intersecter. Par exemple, ici, l'objet est posé et en même temps, il est pris. D'accord? Donc il y a des intersections entre ces espaces-là. Mais en tous les cas, tout ce qui sort de l'union de l'espace des poses avec l'espace des prises n'est pas acceptable. D'accord? Donc déjà, on a les premières contraintes, c'est que un chemin, pour qu'il soit admissible, nécessairement doit être dans l'union de ces deux espaces. Il ne doit pas emprunter de configuration qui soit comme ça. D'accord? Et je n'ai pas parlé ici des collisions, mais les collisions viendront après. Hein, ça sera classique. Oui? C'est bon? Très bien. Alors on continue. Maintenant, on va poser des contraintes sur les chemins. Tout chemin admissible, on l'a vu, va être nécessairement dans l'union de ces deux espaces. Mais est-ce que tout chemin dans l'union de ces deux espaces est nécessairement admissible? La réponse est non. Regardez, par exemple, on va commencer par le plus simple. Est-ce que vous pensez que ce chemin-là est admissible? Pourtant, tout se déroule bien dans l'espace des poses. Mais vous avez l'objet qui bouge tout seul. Oui? Est-ce que ce chemin-là est admissible? Plus difficile à voir, ça. Vous voyez en quoi il n'est pas admissible? Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire le mouvement que vous avez vu ici sans l'aide de Dieu ou du diable. Pourquoi? Parce que je tiens mon objet, mais en même temps, il glisse au fur et à mesure que je bouge. Et ça, ça je ne peux pas. Hein, je ne peux pas faire ça. Donc ce chemin-là, encore une fois peut-être, hein, ce chemin-là, il est bien dans l'espace des prises, mais il n'est pas du tout admissible. Oui? Bien, alors, qu'est-ce que ça a comme incidence sur la structure topologique des espaces? Eh bien, les chemins qui sont admissibles vont être appelés des chemins de transit quand ils sont dans l'espace des poses et des chemins de transfert quand ils sont dans l'espace des prises. Alors, typiquement, voilà un chemin qui est parfaitement admissible. Vous voyez, l'objet ne bouge pas et le robot bouge tout seul. Oui. Ici, un autre chemin qui est parfaitement admissible, c'est le robot transporte l'objet et l'objet est immobile dans le repère attaché à la main du robot. Voilà, c'est ce type de chemin que je veux engendrer. Oui. Donc, encore une fois, j'ai des chemins de transit. Le robot bouge tout seul et l'objet ne bouge pas. Et des chemins de transfert, l'objet et le robot bougent ensemble, mais l'objet bouge sous l'action du robot. Donc, ce n'est pas n'importe quel mouvement. Oui. Bien, eh bien, ces contraintes-là, les contraintes que vous avez sur les chemins de transit et de transfert, sont des contraintes holonomes. Alors, ceux qui ont suivi le cours du 13 février se souviennent parfaitement de la définition de ce que c'est qu'un système holonome. Révision. Un système holonome, c'est un système qui n'est pas non holonome. Vous vous souvenez, hein, parce qu'on en avait parlé surtout pour les voitures qui se garent. Hein. Donc les systèmes holonomes, en gros, c'est les systèmes sympathiques. Vous vous souvenez, holonome, c'était la montre avec les deux aiguilles, hein, où on pouvait intégrer une équation différentielle qui réduisait l'espace de la dimension de l'espace d'accessibilité. Mais tant pis pour ceux qui n'étaient pas là, ce n'est pas très grave. Ce qui va se passer, on va le sentir, c'est que ces contraintes-là, elles induisent un feuilletage sur la variété union de l'espace des poses et de l'espace des prises. Alors là, j'ai employé des mots graves, mathématiques, hein, feuilletage, variété.
Mais feuilletage, c'est le mot correct en mathématiques, mais qui dit bien les choses. Hein. Les feuilletages, c'est l'idée d'un livre, hein, où vous avez les pages, hein, qui sont alors un livre, c'est comme la boîte de tout à l'heure, les boîtes que j'avais, c'est un objet de dimension 3, hein, c'est un objet de dimension 3, et vous prenez l'espace des pages d'un livre, une page, c'est un espace de dimension 2, et bien en empilant les pages de dimension 2, vous engendrez un livre de dimension 3. La notion de feuilletage, c'est ça, à part que le nombre de pages n'est pas fini, hein, c'est qu'un détail, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les compter, les pages, hein, il y en a plein, hein, voilà. Mais l'idée est celle-là. Alors regardez en quoi c'est un feuilletage. Eh bien ici, si je reprends encore une fois mon fameux mouvement chemin de transit, voilà, vous avez vu que ce chemin-là, je le rejoue, imaginez, il va être un chemin dans cet espace-là. Je vais pouvoir le dessiner. Mais imaginez maintenant que cet objet ici ait été 2 cm à gauche. Juste 2 cm à gauche. Ce mouvement-là aurait été parfaitement admissible. Simplement, ça n'aurait pas été dans cet espace-là le même chemin. Vous voyez, l'objet ne bouge pas. Je fais ce mouvement-là. Bon, très bien. C'est un mouvement dans un espace de dimension 6, si je considère mon bras à 6 degrés de liberté. Mais ce même mouvement, alors que l'objet est là, dans l'espace composite, c'est en quelque sorte un chemin qui est dans une page parallèle à la précédente. Il y a une section qui est définie par la position de cet objet. D'accord ? Donc j'ai une notion de parallélisme, et donc de feuilletage. Et c'est pour ça que ce chemin-là, en fait, il va être celui-ci. Mais vous voyez que ce que vous aviez pu prendre au début comme étant des hachures, là, ce ne sont plus des hachures. Ce sont vraiment des pages parallèles qui structurent l'espace des poses dans le sous-espace des poses, dans l'espace global de l'espace de manipulation. Alors, exactement pareil ici. Vous prenez ici, en revanche, vous allez prendre, on l'avait vu, ce chemin-là qui est un chemin interdit. Comment ça se voit qu'il est interdit dans cet espace-là? Eh bien, c'est qu'il viole le fait d'être parallèle aux pages. Il est en train de les traverser. Et ça, ce n'est pas autorisé. D'accord ? Les seuls chemins de transit qui sont autorisés sont des chemins qui sont parallèles aux pages et pas orthogonales aux pages. Hein, donc vous voyez l'image ici, hein, ça c'est un chemin qui est autorisé, il est dans une page du livre, ça c'est un chemin qui n'est pas autorisé, il transperce les pages du livre. Oui ? Eh bien on a une structure complètement analogue dans le cas des chemins de transfert. Hein, vous prenez ce chemin-là, d'accord, donc qui est parfaitement correct. Donc on est cette fois dans l'espace des prises, hein, dans cet espace-là. Dans cet espace-là, ce chemin-là va être suivant une direction. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends ce mouvement-là, qui est un mouvement parfaitement autorisé. Eh bien, ce que je dis, c'est que si j'avais tenu l'objet simplement ici et que j'ai fait le même mouvement, j'étais sur un chemin parallèle, d'accord, dans des pages parallèles. Bien. En revanche, ce fameux mouvement où l'objet glissait dans la main du robot, ça c'est complètement interdit, et ça se modélise par le fait qu'il est en train de traverser les pages. Alors vous voyez quelle va être la difficulté là. C'est que dans le cadre du problème du déménageur de piano, il suffisait de trouver un chemin dans cet espace-là. Voilà. Mais là, on est très, très, très contraint. On ne peut pas faire n'importe quoi. D'accord ? Bien, alors, quelle est la structure au final qu'on a? Bon, eh bien, tout doit se passer dans l'union des poses et des prises. Donc, tout doit se passer là-dedans. Dans les poses, on doit se déplacer le long de ces axes, en fait, le long de ces feuilles, et dans l'espace des prises, on doit se déplacer le long de ces parallèles-là.
Alors, il y a un espace qui va jouer un rôle absolument critique, c'est l'intersection des deux. Si vous n'avez pas d'intersection, vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais en gros, si vous n'avez pas d'intersection, ça veut dire que vous ne pouvez pas changer de prise. Vous ne pouvez pas... bon, c'est pas la peine d'essayer. Donc, l'intersection va poser problème. Mais vous voyez que si vous considérez l'intersection de ces deux ensembles, ces tâches-là, vous voyez bien que ça correspond précisément aux intersections. Par exemple, cette composante-là correspond à cette intersection-là. Celle-ci correspond à cette interaction-là, celle-ci à celle-ci. Vous voyez, là, je suis embêté à faire le dessin, là, vraiment, c'est exactement l'intersection. Donc, vous avez 5 composantes connexes. Vous vous souvenez, 5 morceaux. Alors, 5 morceaux, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de solution. Non, non, attendez. C'est 5 morceaux, pour l'instant, dans l'espace intersection. Alors, l'espace intersection, c'est quoi? C'est l'objet est placé, et en même temps, il est pris. D'accord? Voilà. Alors, ce qui va nous sauver, donc, avant de voir ce qui va nous sauver, on va interroger un petit peu plus avant la topologie de l'espace des manipulations. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que je peux aller d'une composante ici à une composante ici? Ben, peut-être, très certainement. Vous voyez, par exemple, j'interroge celle-ci avec celle-ci. Là. Donc celle-ci avec celle-ci. On sent bien qu'il y a un chemin ici qui va pouvoir y amener. Il y a une page qui fait le lien entre les deux. Donc ça serait bien qu'on mette une possibilité de passage entre cette composante-là et celle-ci. Bien, ça, c'est l'analyse que vous devez faire. Donc vous prenez, alors j'ai commencé par, j'ai commencé par celle-ci, donc c'est parfait. Vous prenez uniquement les chemins de transit. Je vous rappelle que les chemins de transit, ils sont dans l'espace des poses. Voilà, c'est ça, et ils sont suivant ces parallèles-là. Eh bien, vous voyez que si vous tracez des parallèles ici, donc vous faites la projection de cet espace le long de cette direction, il y a une intersection qui est non vide avec ça, donc vous allez pouvoir dire qu'il y a une connexion possible entre cette composante et celle-ci par un chemin de transit. En revanche, faites la projection, vous voyez, de cette composante-là suivant des verticales comme ça intersecte rien du tout, donc ça restera une composante isolée. Oui, vous prenez cette composante-là, par projection, elle intersecte celle-ci, donc vous avez bien 2. D'accord? Donc vous avez le droit, dans l'espace intersection, de rajouter des possibles connexions entre des composantes. Oui? Alors vous allez faire exactement la même chose pour les chemins de transfert. Les chemins de transfert, c'est regarder les projections dans l'autre sens, suivant les autres feuilles. Eh bien, regardez, celle-ci, vous faites une projection comme ça, ben, ça tombe nulle part, vous voyez, parce que vous n'avez pas une seule feuille qui va vous faire le lien ici entre Pourquoi? Parce que vous avez des obstacles, vous avez des réseaux qui vous empêchent de projeter entièrement. Donc cette composante-là va être isolée, tandis qu'il sera possible de lier ces composantes-là. Réunissez tous ces éléments-là et vous allez obtenir donc, ce qu'on va appeler le graphe de manipulation, vous voyez, qui est un graphe très simple. Qui est un graphe très simple dans la description des composantes connexes, dans la description des composantes connexes de l'intersection de l'espace des prises et de l'espace des poses. Donc ça résume tout ça. Adjacence par chemin de transit, adjacence par chemin de transfert. Ici, je vous ai montré l'ensemble de l'union. Ici, les intersections. Voilà les structures de données qu'on a. Bien. Alors maintenant, on va passer à une propriété topologique qui va nous sauver. Parce que pour l'instant, encore une fois, on a des infinités non dénombrables de feuilles, il faut passer de l'une à l'autre, on est complètement perdu. Pour l'instant, on n'a rien fait au niveau du combinatoire, je n'ai été que descriptif, descriptif d'une structure. Bien, alors, on a un théorème qu'on peut parfaitement comprendre, en fait, qui est une propriété topologique, justement, qui ne se passe que dans une composante qui est l'intersection de l'espace des poses et de l'espace des prises. C'est-à-dire dans ces espaces-là particuliers où l'objet est à la fois pris et posé. Pourquoi? Parce que là, vous avez 2 bouquins qui s'intersectent. Comprenez l'image, là. Vous avez 2 livres qui s'intersectent. Les feuilletages, qui sont des structures parallèles, vous en avez 2 qui vont s'intersecter les unes aux autres. Donc vous avez une structure comme ça. Encore une fois, ce n'est pas des hachures, ça. Ce ne sont pas des hachures.
Hein, ce sont vraiment des feuilles d'un livre qui sont comme ça. Eh bien, regardez dans cet espace-là, je dessine n'importe quel chemin. Ce chemin-là n'est pas du tout admissible. Il viole partout les règles du parallélisme. Ce n'est ni un chemin de transit, ni un chemin de transfert, c'est n'importe quoi. Mais ce chemin-là, je peux parfaitement l'approcher aussi près que je veux par des séquences de chemins qui suivent mes pages, qui sont des séquences de chemins de transit et de transfert. Le chemin vert n'est pas un chemin admissible, mais il peut toujours être approché par une séquence finie de chemins de transit et de chemins de transfert. Pourquoi? Parce qu'on est à l'intersection de deux feuilletages. Alors, encore une fois, le corollaire est très simple, c'est que tout chemin qui sera dans l'intersection de l'espace des prises et de l'espace des poses peut être approché par une séquence finie de chemins de transit et de transfert. Regardez, ce chemin-là, vous avez vu, n'est pas admissible. L'objet glisse tout seul. Mais à tout moment, l'objet est posé sur la table. À tout moment, l'objet est pris. Qu'est-ce que ça signifie? Ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il est possible de l'approximer, mais ça signifie qu'on peut faire une approximation comme ça, très bien. Et qu'est-ce que ça donne? Regardez bien, je vous remontre le chemin vert. Il peut être approché par un chemin rouge. Et voilà le chemin rouge. Vous voyez, ce chemin-là, c'est simplement la fameuse séquence finie, qui est issue de la structure topologique qu'il y a là, elle existe. Vous ne vous posez pas de questions. Si ce chemin-là est sans collision admissible et tout, vous n'avez aucun problème. Vous pouvez calculer ça, vous le trouverez. Vous trouverez cette séquence finie. Alors comment le faire? Comment le faire? C'est un détail. Vous allez le prendre d'abord, le pousser jusqu'au contact, puis revenir en arrière, le pousser jusqu'au contact, et tout ça. Vous ne vous posez pas de questions, c'est faisable. C'est faisable et c'est très facile à faire. Oui? Bien. Alors, ce faisant, vous avez résolu un problème fondamental qui est le problème du passage du continu au combinatoire, c'est-à-dire que maintenant, vous savez que vous avez un chemin, vous savez que n'importe quel chemin dans n'importe quelle composante de l'intersection des prises et des poses pourra être approché par une séquence de mouvements de transfert et de mouvements de transit. Eh bien, maintenant, vous avez fait, par projection, vous avez fait le calcul des différentes adjacences ici qu'il y a entre les différentes composantes connexes. Magnifique, eh bien, vous avez le théorème ici, un chemin de manipulation existe, eh bien, si et seulement si, les configurations de départ et d'arrivée peuvent être rétractées. Rétractées, ça c'est pour ceux qui sont attentifs et qui ont suivi le cours du 20 février, hein, mais ça veut dire qu'ils peuvent être projetés sur une composante ici, qui est là, sur deux nœuds d'une même composante connexe du graphe de manipulation. Vous avez une caractérisation complète, décidable, de l'existence d'un chemin de manipulation par rapport au problème que vous vous posez. Alors, je ne fais pas la preuve, mais la preuve, elle est faite. Hein, il faut la faire un petit peu dans les détails, mais l'idée repose sur cette fameuse propriété de réduction. Hein, regardez, là, maintenant que j'ai compris quelle était la structure et tout, ben, je prends plusieurs problèmes. Vous pouvez... Oh ben, Q1, ce n'est pas la peine. Q1, c'est complètement absurde comme problème, puisque c'est un point qui n'est même pas dans pose, union, prise. Hein, donc, l'objet est en train de léviter. Je ne sais pas qui a posé ce problème, mais c'est un problème complètement absurde. Oui. Alors, plus intéressant, c'est est-ce que je peux aller de Q3 à Q6 ici? Ben, je regarde, alors de Q3, je voudrais... Les seules manières de rejoindre, quand je suis à Q3, vous vous souvenez, j'ai des parallèles qui sont comme ça dans Q3, je suis dans l'espace de transit. Donc, je ne peux que me projeter sur cette composante-là. Et cette composante-là est isolée. Alors que Q6... Ah ben Q6, je ne peux même pas l'atteindre. Il n'y a aucune composante ici
qui reçoivent la projection de Q6. Donc Q6, c'est même pas la peine. Tiens, quel que soit le problème qui m'est posé en disant je dois atteindre Q6, qui est une configuration valide, hein, du point de vue, c'est sûrement l'objet, il est posé quelque part par là, voilà, et moi, mon manipulateur est là, ben, je peux faire ce que je veux, je ne pourrai pas l'atteindre, hein, voilà. Donc, ce n'est pas la peine que j'essaye de résoudre ce problème-là. Donc, Q6, s'il y a un problème qui fait intervenir Q6, ce n'est pas la peine. Alors, regardons un peu plus en détail. Alors, est-ce que je peux aller de Q3 à Q4 ? Bon, alors, Q4. Alors, Q4, c'est intéressant, il peut se projeter sur cette composante-là, et Q3 sur celle-ci. Alors Q4 sur celle-ci et sur celle-ci. Donc je regarde dans le graphe. Est-ce que je peux aller de cette composante-là à celle-ci? Non. Mais effectivement, il n'y a pas de solution. Hein, ce n'est pas la peine, il n'y a pas de solution à mon problème de manipulation. Q2 et Q4. Alors Q2, regardons, il se projette sur cette composante-là. Q4, on a vu, se projette sur celle-ci. Alors de cette composante-là à celle-ci, est-ce que je peux y aller? Oui, ben, je peux prendre ce chemin-là. Ou tiens, je pourrais même m'amuser à prendre celui-ci. Donc j'ai plusieurs solutions, plusieurs stratégies. Alors c'est un peu idiot de prendre celle-ci, parce que vous voyez ce que je fais, là je vais utiliser plusieurs chemins, donc je vais faire des prises et des pauses supplémentaires, hein, alors que c'est quand même plus simple de faire ça directement. Alors regardez, donc je me projette d'abord, ensuite j'utilise cet arc de transition qui m'affirme qu'il y a une transition possible entre cette configuration-là et celle-ci. De la même manière entre celle-ci et celle-ci. Ici, j'applique ma propriété de réduction puisque j'arrive à ce point-là alors que l'autre se projette ici et donc il faut que j'aille de là à là. Et bien là, j'y vais en suivant les trucs. Donc là, il y a une solution. Et il n'y en a pas de Q3 à Q2. Mais par contre, vous voyez, même si je suis dans une seule composante connexe ici, si j'ai à résoudre un problème entre Q3 et Q5, il y aura une solution. Hein, vous voyez? Donc, j'ai la structure combinatoire qui me caractérise entièrement toutes les possibilités pour tous les problèmes de manipulation que je me suis posé. Alors voilà l'exemple qu'on a traité hein, ici. Pour le manipulateur, eh bien, le manipulateur doit d'abord saisir la barre, donc chemin de transit, puis il doit faire ces petits mouvements de louvoiement, là, on est dans l'intersection, on applique le théorème qui nous dit que tout chemin, un chemin quelconque peut être approché par une séquence finie de chemins de transit et de transfert, ce qui nous permet de dégager la barre, ici. Ensuite, on fait un autre chemin de transit qui nous amène ici. Alors, vous avez vu que le robot n'a pas la manipulabilité nécessaire pour sortir la barre sans entrer en collision d'un seul coup. Il faut qu'il continue à faire des petites manœuvres ici où on utilise la propriété de réduction. Hein, vous voyez, il n'avait pas la manipulabilité nécessaire. Bien, tout ça, l'algorithme l'a trouvé tout seul, hein, pour le sortir ici. Et puis après, vous avez un chemin de transfert et une fois que l'objet est posé, vous avez un dernier chemin de transit. D'accord? Et voilà ce que ça donne. Oui? Encore une fois, hein, quand même, on a passé pas mal de temps là, dessus, qu'on se régale à la fin quand même. Vous voyez que ce n'est pas les tours d'Hanoï. Il y a vraiment la puissance du continu avec la puissance du combinatoire. On a bien résolu un problème de logique. Par où il faut que je le prenne, comment il faut que je le reprenne, il faut que je le sorte, que je le retourne, que je le pose. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre que de la géométrie? On n'a pas fait autre chose que de la géométrie. Oui? Alors là on a fait un petit peu des mathématiques. Ce n'est pas des mathématiques, mais on a modélisé le problème par des structures de données de type mathématique. On a parlé de feuilletage. Hein, c'était, voilà, système non holonome, donc des systèmes intégrables qui fait qu'on a des feuilles d'un livre qui engendrent des espaces. Voilà, c'est descriptif. Mais maintenant, quid
des algorithmes, parce que là, je n'ai pas dit en fait comment on allait faire pour chercher les chemins. Mais là, on revient au problème du déménageur de piano. Puisqu'on va chercher un chemin dans les composantes connexes de l'intersection, en négligeant les contraintes sur le mouvement, puisque dans ces espaces-là, on pourra faire des mouvements approchés, donc on a presque gagné. Alors rentrons un tout petit peu plus dans les détails. Donc maintenant, les algorithmes. Alors les algorithmes, c'est calculer les composantes connexes, donc des prises et des poses. Bon, mais ça, c'est tout simplement intégrer les équations qui disent que l'objet est posé sur la table et qu'en même temps, il est pris. Donc vous prenez une position de l'objet par cinématique inverse, concept qu'on a vu dans un cours il y a 3 semaines. Il est possible de calculer la posture ou les postures. Hein, vous vous souvenez que la solution n'est pas unique pour des humanoïdes. On peut très bien prendre un objet comme ça, comme on peut le prendre aussi comme ça. Hein, bon, vous vous souvenez tous de ça. Donc il est possible donc de parfaitement caractériser toutes ces composantes connexes-là. Et ensuite, il va falloir calculer les relations d'adjacence. Donc, c'est-à-dire déterminer si par projection, je vais pouvoir rejoindre, connecter des composantes de l'intersection entre elles, soit par des chemins de transit, soit par des chemins de transfert. Alors, si vous prenez l'exemple simple des tours de Hanoï, ben, tout est fait. Tout est fait structurellement au début. Hein, c'est-à-dire, vous savez, à partir d'une configuration particulière, quelles sont les adjacences, hein, les adjacences possibles du jeu. Donc là, pour les tours de Hanoï, le problème est seulement combinatoire. Hein, c'est ce qu'on a vu. Là. Mais on s'est amusé d'en faire une programmation géométrique comme ça, sans aucune difficulté. Si on prend ce problème-là, alors ce problème-là, on s'est amusé avec un étudiant à l'époque, c'était de Benoît Dacrewright, à résoudre le problème du calcul de ces espaces-là. Alors qu'est-ce que c'est, en l'occurrence, dans le cas des deux disques, qu'est-ce que c'est que l'intersection des prises et des poses? Les contraintes sur les poses, c'est-à-dire où est-ce que je peux poser la poubelle? Hein, la poubelle, c'est le petit disque. Ben, en gros, n'importe où. Donc, il n'y a pas de contrainte sur les poses. Il faut simplement qu'elles ne soient pas en collision. Qu'elles ne soient pas en collision avec les obstacles en vert ici. Donc, il n'y a pas de contrainte sur la poubelle, sur la pose. Les contraintes de prise. Les contraintes de prise, on dira qu'il y a une prise si le grand disque touche le petit disque. Oui? Donc, il suffit de calculer l'espace des configurations admissibles pour un petit disque qui touche le grand disque. Oui, c'est un problème de dimension 3, ça. D'accord? Alors, calculer les composantes connexes de cet espace-là et les explorer, c'est un problème classique du problème du déménageur de piano. Pour ça, on fait appel à nos mathématiciens favoris du Courant Institute de New York, Schwartz et Sharir, qui avaient proposé en 1983 un algorithme pour le mouvement coordonné de deux disques. Pour le mouvement coordonné de deux disques, ils utilisaient une décomposition cellulaire de l'espace de dimension 4. Hein, vous vous souvenez, mouvement coordonné de deux disques, de l'espace de dimension 4. Sachant que les disques au contact, c'est un espace de dimension 3 qui est le bord des objets de dimension 4 des mouvements coordonnés. Vous vous souvenez, Platon, de qui sommes-nous les ombres, quand on en a parlé, hein, qui était le bord d'un objet de dimension 4 et de dimension 3. Ici, l'espace de mouvement coordonné de deux disques en contact, c'est le bord de l'espace des mouvements coordonnés de deux disques. Eh bien, il suffit de faire la projection de la décomposition cellulaire proposée par Schwartz et Sharir pour l'espace du mouvement coordonné de deux disques, de faire ça sur l'espace mouvement contact, et vous obtenez facile. Facile, un petit peu technique, hein, mais faisable. Et une fois que vous avez fait ça, bien, calculer les relations d'adjacence, mais ça, c'est pas compliqué. Enfin,
c'est faisable. Allez. En gros, pour vous estimer ça, programmer cet algorithme, c'est 6 mois d'un master 2 ou 1. Ça dépend. Voilà. Hein, je veux dire, c'est pas du tout infaisable, bien au contraire. Voilà, alors, ça vous donne un ordre d'idée, et tout ça marche très bien. Alors, le cas général, eh bien, dans le cas général, c'est-à-dire les cas qui vont m'intéresser pour un humanoïde et tout ça, mais qu'est-ce qu'on va faire? Souvenez-vous du cours de la dernière fois. Vous pouvez désespérer en ayant les algorithmes déterministes, hein, vous vous souvenez, vous faites appel aux algorithmes probabilistes pour explorer ces composantes connexes-là. Donc vous voyez, là ici, j'ai symbolisé les réseaux, les cartes probabilistes dont parlait Jean-Claude Latombe dans son séminaire la semaine dernière. Donc on sait faire. Retenez pour ceux qui n'y étaient pas, on sait faire. Voilà, on sait faire. Et on a fait. Bon, donc vous pouvez trouver les détails ici dans un journal de robotique, vous voyez, en 2004. Et alors, il va falloir résoudre les problèmes de cinématique inverse, c'est-à-dire qu'on va explorer des espaces qui sont un petit peu quand même difficiles parce que l'objet est à la fois posé, répond à des contraintes de pose, et il est pris. Donc, vous avez des chaînes cinématiques fermées. Hein, vous vous souvenez, la difficulté, c'est trouver les équations de ce mouvement-là. Enfin, dans quelle variété se situe ce mouvement-là quand... Chaîne cinématique ouverte, c'est ça. Hein, c'est-à-dire, je déplace mon stylo dans l'espace, ici, et je cherche quel mouvement doit être fait par mon manipulateur pour faire ça. Eh bien, je vais utiliser, vous voyez bien, des transformations de coordonnées ici, directes, et puis je vais calculer un modèle inverse, puis en utilisant des jacobiennes, on l'a fait, bon, allez, ça marche. Quand on ferme là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors là, il faut des algorithmes dédiés, je ne rentre pas dans le détail, hein, donc, sur lesquels on travaille, qui sont sur les chaînes cinématiques fermées. Très bien. Mais disons qu'on sait faire. Hein. Mais ce qui était complètement important, c'était la partie précédente, c'est-à-dire l'analyse structurelle. Ici, on est dans la partie algorithmique. J'allais presque dire que ce sont des détails. Non, ce sont des thèses hein, qui se passent là-dessus. Voilà. La recherche en robotique, c'est ça. Hein. C'est-à-dire maintenant qu'on a compris comment ça marche, on va le faire marcher effectivement. Et le faire marcher effectivement, ça nécessite des gros efforts de traduire l'existence. On sait qu'il y a une solution, il faut trouver une preuve constructive, c'est-à-dire faire l'algorithme, et ça, c'est tout le métier du roboticien. Et là, on peut tomber sur des écueils. C'est pas facile. Hein, c'est pas, voilà, ça fait des thèses, mais disons qu'on sait faire. Alors là, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, après, on est très content parce que cet algorithme-là, voilà ce qu'il résout. Vous voyez, vous essayez de sortir cette boîte. Voilà, donc un exemple quasi industriel. Vous voyez, il fallait repositionner tout simplement cette boîte-là. Et vous voyez, on était contraint par le fait qu'il y avait le long de cet axe-là une tige qui servait d'obstacle. Hein. Donc comment le faire? Comment un système peut calculer ça automatiquement? Regardez, à nouveau, voilà, cette solution-là, elle n'a jamais été rentrée à la main. On a donné la configuration de départ, on a donné la configuration d'arrivée, on a tapé return. Hein, et tout le calcul s'est fait entièrement automatiquement. Encore une fois, vous voyez qu'il y a de la logique et de la géométrie derrière, mais que tout a été résolu par une formalisation purement géométrique. Voilà l'exemple, là, donc je vous le rejoue. L'exemple qu'on avait vu tout à l'heure a été résolu avec cette méthode-là. C'est le même algorithme que celui qui a produit la petite animation précédente. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est deux cas qui sont complètement distincts. Un cas d'un robot à poste fixe, ici le cas d'un robot mobile, c'est exactement le même algorithme. Encore une fois, retenez bien ça, et je vous le démontrerai lors du dernier cours que je ferai sur la valeur du mouvement. Je vous ferai des démonstrations de logiciels en live, hein, c'est-à-dire devant vous, en prenant le risque que ça se casse la figure, mais bon, maintenant, ce qu'on est suffisamment, hein, vous serez indulgent, mais vous verrez que je le ferai tourner sur une très grande variété de problèmes. Hein, et c'est le même algorithme ici. Alors, on peut s'amuser après à faire des... Alors ça pour illustrer le problème des chaînes cinématiques fermées. Alors, vous voyez ici, vous avez 3 robots mobiles
qui sont munis d'un bras manipulateur qui manipule un piano. C'est le problème du déménageur de piano ici, mais vraiment complexifié à loisir, hein, puisque la tâche était vraiment, il faut que les robots trouvent les positions où ils peuvent manœuvrer et tout. On est dans des espaces de dimensions extrêmement élevées, hein, et on peut donc continuer à résoudre ces problèmes-là. Alors voilà un autre exemple, ici d'un petit mannequin qui coopère avec un petit robot dans une usine. Alors les applications ici pourraient être des applications dans le prototypage virtuel. On a publié ça, par exemple, dans des revues Transaction on Graphics qui sont plus dédiées aux jeux vidéo qu'au prototypage virtuel. Hein. Mais finalement, la problématique est la même. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que cette animation que vous voyez, dont vous sentez bien qu'elle est quand même complexe, dans le sens qu'elle fait intervenir un petit bonhomme qui a des degrés de liberté qui sont au nombre de 30, qui fait intervenir une base mobile, espace des configurations de dimension 3. Vous vous souvenez, x, y et θ, le fameux déplacement. Un bras manipulateur de dimension 6 ici. Donc on est à 30, plus 3 pour le positionnement, 33, plus 3 ici, 36, plus 6 ici, 42. On est dans un espace de dimension 42 sur lesquels on fait une chaîne cinématique fermée, c'est-à-dire qu'il faut que les bras du petit bonhomme soient contraints à porter la plaque. De même ici, donc avec espace de dimension, j'ai dit 42, avec des chaînes cinématiques fermées, on explore tout ça avec les algorithmes et on donne configuration initiale ici, configuration finale là, et on tape return. D'accord ? Et le logiciel calcule automatiquement un mouvement admissible et qui évite les collisions. Vous avez vu le petit personnage baisser la tête. Oui ? Donc tout ça est fait par un calcul entièrement automatique. Et alors on en est au stade de tout greffer, c'est-à-dire de prendre le problème du déménageur de frigidaire, de réfrigérateur ici. Bon, donc ça, vous l'avez vu au début sur le robot réel. Ce qu'on n'a pas fait encore, on n'a pas complexifié l'espace entièrement, mais vous sentez bien que si le robot est capable de faire ces mouvements élémentaires que vous avez vus au départ, eh bien maintenant, pour le déplacer ici, il a trouvé qu'il ne pouvait pas, pour une raison qui m'échappe, ou je ne sais plus exactement, la largeur de la porte n'est pas suffisante, il ne pouvait pas passer par là ou par là. Il est obligé, vous voyez, il n'a pas la largeur suffisante et le ballon suffisant pour passer avec le réfrigérateur. Donc il lâche le réfrigérateur ici. Il se repositionne pour le prendre. Il aurait pu peut-être prendre un chemin plus court, hein, ne pinaillez pas. Hein. Et voilà, il le reprend et il va continuer ici. Alors, ce qu'il y a de tout à fait intéressant, alors ça, on le verra dans le cours dans 15 jours, c'est l'aspect non holonome de la locomotion humaine, de la locomotion anthropomorphe humanoïde. Hein, vous avez vu la nécessité de reculer. On ne le fait pas souvent dans la vie, hein. Mais allez prendre votre réfrigérateur qui est face à un mur et essayez de le déplacer sans reculer. Mais qui vous a dit de reculer ? Tout ça, si vous voulez faire des robots humanoïdes un temps soit peu autonomes, il faut que ce problème-là soit résolu automatiquement. Donc après, de manière laborieuse, parce que c'est quand même un problème difficile, hein, il faut calculer tous les angles de pivot, hein, pour l'amener exactement au point où on veut l'amener. Alors là, un dernier petit effort. Voilà, alors il ne peut pas passer avec le réfrigérateur, eh bien, il va prendre dans l'autre sens. Donc vous vous souvenez, au début, le problème des boîtes, c'est ce problème-là, mais qui est illustré à travers une action fichtrement plus complexe que celle-ci. Oui ? Voilà. Et finalement, il arrive à positionner. Après, vous voyez un petit peu de manœuvre, parce que sûrement qu'il y a un positionnement très précis qui lui a été demandé ici, à la fin. Alors pourquoi il fallait le positionner là, ça je ne sais pas, mais hein, il a fallu qu'il manœuvre pour atteindre exactement le but qui lui était assigné. La conclusion, j'ai presque envie de me taire. Hein. Ce que j'ai essayé de vous prouver ici, c'est que
la géométrie peut parfaitement résoudre des problèmes de logique. Et souvenez-vous la phrase de Poincaré, trouver la géométrie non pas celle qui est la plus vraie, mais celle qui est la plus commode. J'espère vous avoir convaincu que cette modélisation du problème de la manipulation a été très efficace pour l'objectif qu'on s'était assigné, c'est-à-dire résoudre des problèmes qui étaient complexes, et uniquement avec de la géométrie. Bien, donc je vais m'arrêter ici et passer donc la parole à... annoncer, excusez-moi, le séminaire prochain, donc la séance prochaine, que j'ai intitulé les dérivés du mouvement. Je ferai un cours sur 2 problèmes mathématiques ouverts en robotique mobile, donc on reviendra sur les systèmes non holonomes, et le professeur Khatib, donc de l'université de Stanford, vous parlera de la relation entre robots et les hommes. Donc c'est un titre très très ambitieux, très très large, qui vous montrera les dernières tendances de la robotique dans ce domaine-là. Voilà, je vous remercie.